Bien, chers étudiants, chers amis, nous voici arrivés à la conclusion de cette séance. Je voudrais d'abord commencer par saluer la présence parmi nous du professeur Jean-Yves Chéreau, qui est le directeur du laboratoire de théorie du droit d'Aix-Marseille Université, avec qui le Centre Perelman entretient des relations fortes de collaboration et d'amitié. Et donc, je remercie de nous faire le plaisir d'être présents aujourd'hui. Nous voici donc arrivés au terme de ce cycle sur les nouveaux métiers de l'avocat qui m'aura personnellement appris beaucoup de choses. Vous nous direz tout à l'heure si c'est également le cas pour vous, puisque nous allons avoir durant la deuxième heure une discussion à laquelle j'aimerais que tous vous puissiez prendre part et poser toutes les questions encore que vous souhaiteriez par rapport au travail que vous allez devoir réaliser. Pour ma part, je voudrais non pas essayer un résumé ou une synthèse de tout ce qui a été dit pendant les 8 séances, mais plutôt essayer de donner un sens, sinon une cohérence, une sorte de parcours qui permettrait d'expliquer ou de comprendre les évolutions que nous vivons. Alors, je précise de manière très claire à l'égard des étudiants que ce n'est pas une conclusion qui doit être prise de manière dogmatique comme le résumé qui doit être retenu de ce qui a été dit. C'est ce que moi je retiens et c'est la manière dont cela fait sens pour moi. Alors, la première impression, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, qu'a fait ce cycle de conférences sur moi, et peut-être sur vous, vous me le direz, c'est l'étonnement. L'étonnement, parfois la surprise, presque la stupéfaction devant l'ampleur des changements, leur intensité, leur rapidité, le caractère vraiment spectaculaire, parfois presque comique, le tout dans un climat étrangement calme, puisque le monde des affaires semble considérer tout ça comme tout à fait normal, c'est business as usual, et que la profession des avocats, dans sa grande majorité, semble complètement indifférente, peut-être parce qu'elle est ignorante ou sceptique par rapport à ces changements. Pourtant, le métier d'avocat, ces métiers, je devrais dire, à l'issue de ce séminaire, changent. Ils changent vite, à la fois dans leur nature, dans les modalités de leur exercice, dans les conditions de travail des personnes. Et même si on ne souscrit pas à la thèse apocalyptique de la fin des avocats, the end of lawyers, c'est même plus large que les avocats, toute cette espèce de juristes de profession, il est difficile, sans nier la réalité des faits, de ne pas constater une transformation profonde qu'on pourrait résumer en commençant un peu grossièrement du statut de profession réglementée vers l'idée d'une libre prestation des services juridiques ou même plus largement normatifs. Alors c'est précisément cette transformation dont je voudrais essayer de suivre le cours en n'insistant pas du tout sur des discontinuités ou des ruptures, mais plutôt essayant de montrer le mouvement, comment on y vient progressivement et doucement d'une certaine manière, et en essayant d'apprendre à cette occasion quelque chose du droit lui-même et de son devenir, parce que c'est quand même cela qui nous intéresse aussi à travers le changement du métier d'avocat, c'est les changements du droit lui-même. Alors, ce qui motive en premier lieu notre étonnement, je crois, c'est l'écart entre les témoignages qu'on a eus au fil des semaines, les documents que nous avons étudiés les uns et les autres, et ce qui continue, il faut bien le dire, d'être l'image d'Épinal de l'avocat, c'est-à-dire, au fond, l'avocat en toge. La toge est depuis longtemps l'emblème de la profession et, d'une certaine manière, sa métonymie, hein, comme le palais. On dit la toge, pense ceci, ou le palais, dans des figures de rhétorique un peu éculées. Et cela nous renvoie effectivement directement à une certaine image de l'avocat, c'est l'avocat qui plaide, l'avocat de palais. Cette image et ce statut contrastent complètement
avec une autre image qui est peut-être tout autant un cliché, dont on a beaucoup entendu parler au cours de ces dernières semaines, c'est l'image, le cliché de l'avocat d'affaires. Alors, si nous rencontrons l'avocat en toge au palais de justice, en train de plaider devant le tribunal, le verbe haut, et usant de son costume pour faire ces fameux effets de manche qu'on nous dit à l'égard desquels on nous met toujours en garde, l'avocat d'affaires, lui, nous le rencontrons dans un tout autre environnement, confortable, de son bureau, de son cabinet. Il a le verbe beaucoup plus discret, et encore, on a l'impression qu'il écoute plus qu'il ne parle, et qu'il écrit également, qu'il parle moins qu'il n'écrit. Alors, on aurait envie du coup de faire un raccourci en disant que la transformation sociale, ce serait que l'avocat de palais serait en train de se transformer en avocat d'affaires. Mais si on faisait cette analyse-là, on se tromperait grossièrement pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que ces 2 personnes n'en font qu'une. En réalité, c'est le même avocat que vous rencontrez le matin en train de plaider avec sa toge, et puis, quand il a fini de plaider, eh bien, il va déposer sa toge au vestiaire des avocats, où il la jette négligemment sur son épaule, et c'est le même qui, l'après-midi ou le soir, va recevoir ses clients et leur donner ses conseils. La deuxième raison, c'est que, et ça a été souvent mis en évidence, la différence entre l'avocat de palais et l'avocat d'affaires, ce n'est pas tellement une division dans le temps, mais c'est une division sociologique entre 2 types d'avocats qui se côtoient au barreau, mais sous la même toge. La qualité de la flanelle et du costume n'est pas la même, et non plus que le luxe du cabinet ou le papier à lettres. Donc, dans ce cas-là, la distinction entre avocat de palais et avocat d'affaires, et c'est souvent utilisé d'ailleurs, dénoterait plutôt une césure profonde qui diviserait la profession et le barreau en 2. Des gens qui travaillent dans des structures petites, voire toutes petites, sur des petites affaires avec des revenus modestes, parfois même et c'est pas si rare que ça, dans le dénuement et la précarité. Et puis, de l'autre côté, une élite brillante, très gradée, polyglotte, qui a ajouté à son CV généralement un LLM en provenance d'une brillante université américaine, qui voyage beaucoup, qui roule carrosse, etc. Et donc, cette opposition entre ces 2 familles, elle s'exprime parfois, notamment à l'occasion d'événements importants au barreau, quand il y a d'ailleurs des réformes, quand il y a les élections au bâtonnat, où on voit parfois des candidats qui s'appuient tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre groupe. Alors, il y en a un qui a davantage pour lui le prestige ou les moyens, et on le voit dans les réceptions qu'on donne en période électorale, bien entendu, et l'autre qui a pour lui la loi du nombre. Alors, en troisième lieu, troisième raison pour laquelle ce passage, on ne peut pas décrire simplement le passage d'un avocat de palais à l'avocat d'affaires, c'est que, et là c'est Jérôme de Broer qui nous l'a dit, au fond cette division est aussi ancienne au moins que le barreau de Bruxelles, et on a vu qu'il y avait déjà au XIXe siècle, à travers le journal des tribunaux, des débats, des scandales dans lesquels certains brandissent les valeurs traditionnelles de l'avocat de palais et dénoncent le goût du lucre et de l'entreprise d'autres types d'avocats. Pour autant, si on délaisse la prudence qui est l'honneur et la déontologie de l'historien pour accepter, pour envisager l'évolution dans le long terme, qui est la tentation du philosophe, on a l'impression qu'on peut quand même construire quelque chose sur cette idée du rapport distancié à la toge, qui est au fond ce qui caractérise l'avocat d'affaires, ce dont l'avocat d'affaires est le stéréotype. Pour dire les choses peut-être de manière plus concrète et plus simple, je poserai la question suivante: de quoi la toge est-elle en fait l'emblème? De quoi la toge est-elle le signe? Et je dirais que la toge, c'est la manifestation de l'appartenance de l'avocat à
l'institution de la justice d'État. C'est ça que ça caractérise. Elle est finalement, elle traduit dans le costume ce que dit le Code judiciaire quand il qualifie l'avocat d'auxiliaire de la justice. En voici quelques indices. La toge ne se porte qu'au palais. Elle ne peut se porter qu'au palais. Il est interdit de la porter en dehors du palais. La toge va distinguer l'avocat du commun, notamment des justiciables, c'est-à-dire non seulement de son client, mais aussi de tous les autres personnes privées. Par contre, la toge va rapprocher l'avocat des magistrats, en tous les cas des plus humbles, je ne parle pas de ceux qui portent le rouge et l'hermine, mais enfin les plus humbles magistrats, ils ont également une toge noire, et qu'il s'agisse des magistrats du siège ou du ministère public, et d'autres encore auxiliaires de la justice, comme les greffiers, par exemple. Si on considère l'histoire des avocats, notamment avec Lucien Carpic, auquel il a été fait allusion dans cette série, la naissance des avocats est d'ailleurs grosso modo concomitante de celle de l'État. Et c'est finalement logique, puisque la première fonction politique du roi, plusieurs siècles avant qu'il ne devienne législateur, est de rendre la justice, et l'avocat apparaît alors comme un officier de la justice royale, dont la collaboration est indispensable et qui est inféodé lui-même au système de la couronne. Cette inféodation à l'appareil judiciaire d'État, elle subsiste jusqu'à aujourd'hui, me semble-t-il. En voici quelques indices. L'accès à la profession d'avocat est réglementé. Il faut, en Belgique, vous le savez bien, vous les étudiants qui auraient bientôt ce diplôme, on ne peut pas accéder au barreau si on n'a pas un diplôme d'État qui est un diplôme qui est homologué par l'État. Alors ensuite, il faut s'inscrire à la liste des stagiaires et tant au niveau de la liste qu'au niveau du tableau lui-même, on dit que le barreau a la maîtrise du tableau, c'est-à-dire qu'il a en fait un pouvoir discrétionnaire d'accepter ou de refuser que certaines personnes deviennent des avocats. Mais quand, et vous le verrez, vous vous inscrirez sur la liste des stagiaires, vous verrez que le barreau doit transmettre votre dossier au parquet général, qui va alors vérifier non seulement si effectivement vous êtes bien porteur du précieux sésame que constitue le diplôme, jusque-là ça va, mais qui va aussi vérifier, par exemple, votre casier judiciaire, parce que pour ne pas admettre dans le sein des saints de la justice quelqu'un qui n'en serait pas digne. Si on prend le barreau lui-même, c'est une société de droit public qui est, là encore, dont beaucoup de décisions sont soumises à l'encadrement et au contrôle des autorités judiciaires. La déontologie de l'avocat insiste beaucoup sur la dignité. Alors vous verrez quand vous aurez des cours dits CAPA, qui vont vous donner le certificat d'aptitude de la profession d'avocat. Rassurez-vous, en Belgique, c'est largement une formalité après avoir obtenu le vrai diplôme, qui est délivré à l'issue de 5 ans de dur labeur ici. Mais pendant ces cours, alors on va discuter des choses aussi amusant dans le cours de déontologie pour savoir si, dès lors que vous êtes dans une chorale et que votre professeur de chant vous a demandé de vous mettre à l'arrière de l'autobus pour entamer à pleine voix un air afin de poser votre voix, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce que c'est conforme à la dignité du métier de l'avocat? On n'est pas dans les mêmes règles encore que celles qui vont s'imposer aux magistrats. Enfin, c'est dans la famille, on va dire que c'est autour, c'est dans le cercle. Et puis regardez, le service public de l'assistance judiciaire qui est géré par les avocats eux-mêmes, souvent assumé par les plus jeunes, bien que ce ne soit pas plus tout à fait vrai, et même si maintenant les avocats sont compensés de ce service en partie par les pouvoirs publics. Bien plus encore, lorsque le tribunal n'est pas en nombre, qu'est-ce qu'on fait? On désigne un avocat qui est dans la salle et on lui demande de venir rejoindre le siège, c'est l'avocat assumé. Et quand cette fonction se pérennise, eh bien, on va parler d'avocat suppléant. Il y a énormément de juges suppléants, excusez-moi. C'est le juge assumé et puis c'est le juge suppléant. Le juge suppléant qui est l'avocat qui, de manière tout à fait régulière, va en réalité passer de l'autre côté de la barre, si je puis dire, pour aller juger les affaires. Et vous les trouvez également à la cour d'appel. Donc les conseillers suppléants, bien plus, jusqu'il y a peu, la plupart des gens qui siègent comme juges
et c'est aussi le cas dans l'univers de la common law, sont d'anciens avocats qui sont passés au siège. Alors, l'avocat n'investit pas seulement l'appareil judiciaire d'État, il investit également l'appareil politique de l'État. Alors, Lucien Carpic analyse ça comme le fait que l'avocat quitterait la sphère de l'État pour celle de la société civile. Je ne suis pas sûr de le suivre. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'au fond, pratiquement dès la création de la Belgique, la profession qui est de loin la plus représentée, qui va rester la plus représentée très 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 longtemps au Parlement, ce sont les avocats. Et que comme nous sommes dans un régime parlementaire, vous avez beaucoup d'avocats qui vont devenir ministres. Vous avez beaucoup d'avocats premiers ministres. Vous avez des avocats présidents de partis, fondateurs de partis politiques. Ils jouent un rôle très très important au cœur même de la machine de l'État. Et puis enfin, il ne faut pas oublier, surtout pas à Bruxelles, que les avocats sont présents à l'université. Ce sont en fait eux qui tiennent les facultés de droit. C'est encore vrai, ça, c'était particulièrement le cas à l'ULB, hein, et une véritable revendication au niveau de l'école de Bruxelles d'avoir des praticiens, attention, des avocats et des juges, hein, et encore aujourd'hui, votre corps enseignant, 130 professeurs, il y a une très très large majorité qui sont des praticiens, et espérons que cela le demeure. Mais ça veut dire que ces avocats sont en charge de former les futurs juristes, non seulement les futurs avocats, mais les futurs magistrats, les futurs fonctionnaires, les diplomates. Hein. Donc, il y a là un pouvoir qui est extrêmement important. Et les juristes d'entreprise, bien sûr. Alors, ce lien privilégié avec l'appareil d'État, et au moins l'appareil judiciaire d'État, se marque également par un ensemble de règles et de signes dérogatoires qui doivent montrer simultanément que l'avocat n'appartient pas à la sphère du marché. Vous connaissez le modèle politique libéral qui distingue le public et le privé, l'État et le marché. Si donc l'avocat est près de la justice et appartient un petit peu à l'appareil judiciaire d'État, il ne faut pas qu'il appartienne ou qu'il appartienne complètement au marché. Et là, vous avez tout un tas de règles qui ont été plus d'une fois évoquées ici et qui vont distinguer, pour dire vite, l'avocat du vulgaire commerçant qu'il n'est pas. Hein. Donc l'avocat ne peut pas faire de publicité. Il va pouvoir mettre sa plaque, mais rappelez-vous, ça a fait l'objet de nombreux débats. Il ne pouvait pas faire de démarchage de clientèle, il ne peut pas rechercher activement des clients. Il doit attendre passivement, j'allais dire, qu'on vienne le consulter. Il se voit reconnaître un monopole de la plaidoirie. En régime libéral, monopole, c'est un grand mot, c'est souvent un gros mot. Il ne facture pas un prix à ses clients, il est honoré par une somme que le client est censé déterminer plus ou moins spontanément pour rendre hommage aux services qui lui ont été rendus. Ces honoraires ne sont bien entendu pas soumis à la TVA. L'avocat ne peut pas exercer en société. Très gros débat dont il a été fait mention aussi. Et quand il pourra exercer en société, il ne pourra le faire que dans une responsabilité personnelle illimitée. Pas question de profiter de ce régime de responsabilité, même quand il opte pour une SARL, une SA, mais il va pouvoir, en fait, il va devoir souscrire une assurance, bien entendu, pour assumer cette responsabilité. L'avocat n'a pas de concurrent, il n'a que des confrères avec lesquels il s'oppose. C'est le cœur même du métier, mais dans un régime qui est décrit de manière extrêmement précise, les coûts qui sont permis et ceux qui sont interdits, c'est le cœur même de la déontologie. Enfin, l'avocat ne peut en aucun cas, sous peine de radiation, s'acoquiner avec ces infâmes commerçants que sont les marchands d'affaires, dont il doit se tenir absolument éloigné. Donc ici, vous voyez que s'esquisse une sorte de statut mixte de l'avocat. Ce n'est pas un fonctionnaire ni un officier public, sauf en ce qui concerne les avocats à la Cour de cassation, mais qui forment un petit club tout à fait restreint. C'est un barreau spécifique. L'avocat est une personne privée qui exerce une profession lucrative sous le statut de travailleur indépendant, mais ce n'est pas un commerçant.
Et finalement, entre l'appareil judiciaire et le marché, vous avez ce qui fait office de tampon entre les deux, comme de manière tout à fait classique dans l'Ancien Régime, le barreau, qui est en fait la corporation, le corps intermédiaire entre les deux. Alors, c'est précisément ce statut mixte ou hybride qui se trouve aujourd'hui complètement bousculé, voire radicalement remis en cause. Essayons d'en rappeler les raisons, que je pense qu'on a bien examinées au cours du séminaire, sans déterminer à ce stade ce qui vaut pour la cause ou ce qui compte pour les faits, mais voyons les différents éléments. Je voudrais en souligner trois. Premièrement, et c'est le point qui m'intéresse le plus, l'évolution du métier d'avocat traduit l'évolution du droit lui-même à travers ses pratiques. Toutes nos études montrent que le droit contemporain ne peut plus être considéré comme la chose exclusive de l'État. Et du coup, il apparaît logique que l'avocat échappe lui-même en partie à cette sphère exclusive de l'État. Nous en avons vu, on en a parlé d'au moins 3 exemples. Vous voyez le droit européen qui se développe de plus en plus et dont Antoine Vaucher a montré dans un livre qu'en réalité, il a été construit par une poignée de cabinets bruxellois, alors soit des avocats d'origine bruxelloise, soit des cabinets américains, que ces avocats d'affaires bruxellois ont aidé à mettre un pied puis 2 pieds sur la place de Bruxelles. C'est eux qui ont construit le droit européen, un droit évidemment qui n'est pas celui de l'État belge. Deuxième exemple auquel nous avons consacré toute une séance, les fameuses Global Law Firms, qui, elles, colportent une sorte de nouveau droit ou de nouvelle attitude par rapport au droit. D'une part, ça a été bien expliqué aussi, ils font jouer la concurrence entre les droits étatiques par le forum shopping, donc ils ne sont plus à l'intérieur d'un État, mais ils deviennent des courtiers, en quelque sorte, du marché des droits nationaux. Et deuxièmement, ils s'intéressent à tout un tas de nouvelles normativités qui, elles, et de nouveaux dispositifs qui, elles, sont en dehors de cet appareil d'État. Troisième exemple, la cyberjustice, que nous avons vu avec Karim Ben-Yeklev. On a bien vu qu'avec le développement des technologies de l'information et de la communication, eh bien, cela va se traduire par de nouvelles formes de règlement des litiges et qui vont soit transformer considérablement, soit laisser purement et simplement de côté les formes classiques de la justice d'État. Alors, donc, premier point, les changements du droit. Si le statut de l'avocat évolue, c'est parce que le droit évolue et le droit échappe de plus en plus à l'État. Et l'avocat, si la toge est la métonymie de l'avocat est la métonymie du droit, donc l'avocat échappe, lui, de plus en plus à l'État également. Deuxièmement, ce mouvement est, alors selon votre interprétation, je vous en laisse libre, accompagné, amplifié, secondé, voire précédé, provoqué par un autre mouvement qu'on a bien vu, dont on nous a bien parlé, qui est une vaste entreprise délibérée de dérégulation de la profession d'avocat, qui touche tous les niveaux, depuis le niveau de la déontologie jusqu'aux directives européennes, en passant par les règles du droit national, même si le moteur essentiel semble être les organisations économiques inter- ou supranationales de libéralisation des échanges et d'intensification de la concurrence, nommons-les l'OMC, l'OCDE, l'Union européenne. On a bien vu qu'il y a un projet déterminé de déconstruction du statut spécifique mixte hybride de la profession d'avocat pour en faire une entreprise commerciale comme les autres, ouverte à tous les vents de la concurrence pour le plus grand bien assumé du consommateur, rappelez-vous, qui pourra ainsi accéder pour moins cher à ces fameux services juridiques. Troisième et dernier élément, dans ce mouvement de dérégulation et de transformation du droit, attention, les avocats ne sont pas passifs. Je ne voudrais pas
donner l'impression qu'on considère finalement, pour utiliser la terminologie de Bruno Latour, les avocats comme de simples intermédiaires, finalement, qui sont des réceptacles, ils sont juste en train de, au fond, ils subissent dans leur métier les effets de ce qui se passe. Non, au contraire, ce sont des médiateurs de la transformation, c'est-à-dire c'est des agents actifs qui contribuent par leurs actions à transformer le droit. Ce sont des opérateurs de changement, ce sont des transformateurs du droit et du paysage juridique. Tout se passe comme si les avocats, du moins certains d'entre eux, on nous dit que c'est une toute petite minorité, hein, une élite, alors certains diront les plus actifs, les plus entreprenants, d'autres diront les plus opportunistes, qui constituent peut-être une sorte d'avant-garde. Ils sont heureux de voir enfin se desserrer l'étau de la main de fer de l'État, même si celle-ci était enveloppée dans le gant de velours de la déontologie, et ils s'abandonnent avec délice aux caresses de la main invisible. Ils découvrent à leur tour et à son heure la joie d'entreprendre, le bonheur de l'initiative, la possibilité d'actualiser par leur talent, leurs compétences, les virtualités nouvelles qui sont ouvertes par l'éclatement des barrières et des structures traditionnelles du droit et du barreau. Le voilà donc, notre avocat qui va s'essayer à de nouveaux métiers. Comme on l'a déjà dit, cela ne date pas d'hier, mais de plus d'un siècle dans un contexte de lutte où chaque évolution est vécue par les uns comme une conquête et par les autres comme une trahison, un renoncement, le risque de perdre son honneur ou de perdre son identité. De la plaidoirie au conseil, du conseil au conseil d'administration, du conseil d'administration à l'administration des biens en déshérence, puis des biens des incapables, et puis de la curatelle des faillites, même si toutes ces activités posent, et je peux en témoigner personnellement, beaucoup de problèmes qui remontent jusqu'au niveau du Conseil supérieur de la justice. Mais tout ceci n'est encore qu'un hors-d'œuvre des nouveaux métiers qui se profilent dans l'ombre portée des transformations du droit lui-même. Et tandis que le droit s'émancipe de l'État pour conquérir les sphères nouvelles de l'Europe, du droit global, de la cyberjustice, voilà que notre avocat, qui est un ancien auxiliaire de la justice d'État, qui connaît parfaitement tous les rouages des appareils d'État législatifs, exécutifs et judiciaires, va être tout naturellement sollicité par ses clients, mais parfois aussi par le marché, par les États eux-mêmes, pour finalement reprendre dans cet environnement non étatique les fonctions qui sont généralement assignées à l'appareil d'État. C'est d'abord, évidemment, la fonction de juge. La fonction de juge en dehors de l'État, donc de juge privé. Nous savons ce que c'est l'arbitrage qui est, nous l'avons appris grâce à messieurs Gaillard, Dalle et Racine, qui est devenu le mode de droit commun de règlement des litiges au niveau du commerce international. C'est le rôle du procureur dans les affaires multinationales de corruption, comme on l'a vu avec l'affaire Siemens. Voire, ce sont les fonctions de législateur chaque fois qu'il n'y a pas un législateur mondial, et vous savez que c'est le cas très souvent dans toutes les matières du droit privé, dans bien d'autres matières encore, notamment en droit financier, comme nous l'avons vu avec Caroline Lequen. Et là, on va avoir des avocats qui vont travailler par la voie contractuelle ou par d'autres dispositifs à forger des standards mondiaux qui vont se constituer une sorte d'ersatz aux lois ou aux règles qui n'existent pas. Plus nouveau encore, et là c'est messieurs Collard et Roda qui nous en ont parlé, l'avocat va s'essayer à la question de la conformité, cette fameuse compliance. Alors là, on est dans l'idée qu'on va mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'assurer la bonne application du droit dans l'ensemble d'une institution, institutions qui sont parfois gigantesques. Au fond, ce n'est plus l'appareil d'État, mais ce sont des institutions tout aussi compliquées, parfois tout aussi grandes, parfois encore plus puissantes, que sont les grandes entreprises et les grands groupes, notamment multinationaux.
Mais tandis que, jouissant pleinement des délices de sa liberté nouvelle, notre avocat se laisse emporter par son enthousiasme et par le courant des affaires, le voici bientôt entraîné dans une zone dangereuse et contraint de se baigner dans les eaux glacées du calcul égoïste. C'est une petit emprunt à Karl Marx. Il va devoir naviguer entre deux écueils qui ne s'appellent pas Charybde et Scylla, mais concurrence non faussée et maximisation du taux de profit. Et il ne peut absolument pas échouer sur l'un des deux, à peine de couler corps et biens et son cabinet avec lui. Alors notre avocat d'affaires, qui a maintenant déménagé dans une tour luxueuse, où il a des centaines, parfois des milliers d'associés et de collaborateurs répartis dans les grands hubs du globe, ne revêt plus désormais que très rarement sa toge qui, délaissée, pend au crochet du vestiaire des avocats et où elle prend en fait la poussière. L'avocat d'affaires n'est plus seulement l'avocat des affaires des autres, mais l'avocat de ses propres affaires. C'est devenu un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Notre entrepreneur du droit va maintenant apprendre à ses dépens que la main invisible, qu'il croyait diaphane, elle aussi revêt un gant, mais un gant d'airain qui est la loi du marché, dont l'emprise n'est pas moins forte que celle de l'État à laquelle il vient d'échapper. Trois éléments complémentaires caractérisent cette emprise, telle que nous les avons examinés pendant cette série de conférences, que je voudrais vous rappeler. Premièrement, la concurrence. La concurrence qui est le prix à payer pour la libéralisation et l'ouverture des services juridiques. L'avocat doit désormais affronter la concurrence, et d'abord sur les nouveaux métiers. Je reviendrai dans un instant sur les métiers traditionnels, mais voyons d'abord sur les nouveaux métiers. Il est loin, évidemment, d'être seul sur le coup des nouveaux métiers. Et c'est tout particulièrement le cas de la compliance, où il a été précédé de longue date par les cabinets d'audit qui sont plus gros, qui sont plus aguerris, mieux rodés à ce type d'exercice, et où finalement il ne prend que les miettes de ce marché. En ce qui concerne la standardisation des actes, là aussi, il est concurrencé par tous les professionnels de la normalisation, de la certification, de l'accréditation, qui ne sont pas des avocats, qui ne sont pas forcément des juristes, et qui sont très nombreux sur ce marché. Ils sont des professionnels pour fabriquer ce genre d'objets, sans doute mieux, plus performants que lui pour effectuer cela. Et puis, la fonction qu'on pense que là, il va pouvoir conserver, c'est celle de juge privé, c'est celle de l'arbitre. Or, pas du tout. On nous explique que dans l'histoire, rappelez-vous, M. de Zalay nous disait qu'au XIIIe siècle, l'Église avait souhaité s'emparer du marché de l'arbitrage. Au XIXe siècle, avec la société industrielle, on ne pense pas du tout que l'arbitre doivent être, Emmanuel Gaillard nous a très bien expliqué ça, doivent être nécessairement un juriste. Pour régler un problème de vis dans une turbine, on va prendre des ingénieurs, des techniciens, des experts. Et au niveau de la cyberjustice, vont se développer des arbitres que l'on va qualifier à la manière dont on parle de fournisseurs d'accès ou de fournisseurs d'hébergement. On va maintenant parler, c'est l'ICANN qui le fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, de fournisseurs de services de résolution de litiges. Donc c'est un nouvel intermédiaire de l'Internet qui pointe à l'horizon et qui, bien entendu, n'est pas nécessairement un avocat, n'est pas nécessairement un juriste. Premièrement, donc, la concurrence sur les nouveaux métiers. Deuxièmement, pour être compétitif par rapport à cette concurrence, ce qui, vous savez, en économie de marché est une condition de survie, il importe de fournir un service soit de meilleure qualité, soit de moindre coût. C'est la recherche de l'efficacité qui nécessite, nous l'avons vu lors de la dernière séance avec Jean-François Gérard et Antoine-Henri de Frahan, qui nécessite de professionnaliser les techniques de management, soit que les avocats deviennent des managers, soit qu'ils engagent des managers professionnels pour les gérer eux-mêmes, pour gérer leur propre activité. Alors, on va là bien au-delà des timesheets et des actes modèles que moi j'ai pu connaître il y a 25 ans.
Il s'agit d'accroître les rendements par l'organisation, la spécialisation, voire l'hyperspécialisation, l'outsourcing, c'est-à-dire le fait de déléguer à des extérieurs tout un tas de tâches, la délocalisation, soit offshore, hein, on a parlé de l'Inde, etc., soit nearshore, hein, dans des banlieues ou des États à moindre revenu, on va délocaliser une grande partie des avocats. On va essayer d'assurer la qualité en ayant des normes de qualité. On va ensuite vérifier que le cabinet puisse être certifié conforme à ces normes. On va choisir les services que l'on veut prester comme étant les plus rentables. On va aussi vouloir choisir ses clients les plus rentables et abandonner ceux qui le sont moins. On va investir dans de la recherche-développement pour inventer de nouveaux services qui pourront anticiper les besoins des clients que l'on recherche. Et surtout, on va optimiser le rendement par le contrôle, les techniques de nouveau management qu'on va appliquer aux avocats, collaborateurs évidemment, stagiaires n'en parlons pas, mais même aux associés évidemment, ou qu'on va mettre sous la gouvernance des indicateurs, des évaluations permanentes, dont on va aligner le comportement par le fameux bonus de fin d'année qui va représenter une très grande partie de la rémunération annuelle et dont l'obtention est conditionnée au fait d'avoir atteint les résultats qui avaient été déterminés, etc., etc. Troisième et dernier point, cette optimisation des coûts est indispensable pour assurer la maximisation du profit et la rémunération du capital. Alors, pourquoi est-ce qu'on entre sous cette loi de la rémunération maximale du capital plus qu'avant ? Eh bien, d'abord, pour faire des économies en termes de coûts ou des gains de qualité, il y a des phénomènes de concentration, des structures de plus en plus grosses. Les cabinets d'avocats doivent investir. Pour ça, elles ont besoin d'argent. Soit elles empruntent et elles ont des créanciers, soit elles ouvrent leur capital à des tiers ou au marché. Vous savez que c'est déjà autorisé dans certains forts et que, on nous l'a dit, ce sera nécessairement bientôt le cas chez nous. À partir de ce moment-là, vous avez des investisseurs et des analystes financiers qui surveillent à la loupe ces cabinets pour voir quel est le retour sur investissement, exactement comme on le fait pour toutes les autres entreprises et qui font pression sur le management pour opérer des restructurations qui s'accélèrent, etc., notamment pour mettre à la retraite anticipée ceux des avocats qui ne parviennent plus à tenir les rendements sans cesse croissants qui sont exigés d'eux. Et les avocats eux-mêmes intègrent tout à fait dans leur culture cela, puisque nous avons cité un exemple qui nous a frappé, je pense, les uns et les autres, de ce cabinet canadien qui s'est dissous parce que le taux de profit par avocat n'était plus conforme aux attentes. Il fallait donc dissoudre la structure et, d'une certaine manière, se mettre soi-même à la rue pour entreprendre une nouvelle entreprise donc plus rentable. Alors, toutes ces réformes ne sont pas du tout spécifiques. Elles touchent en fait toutes les professions qui sont atteintes par la loi du capitalisme et le nouveau management qui vient avec. Mais ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas spécifiques qu'elles sont anodines. Et donc, on sait que le nouveau management, ça crée de la souffrance au travail. Donc, oui, il y a des avocats qui vont souffrir alors de phénomènes de burn-out, etc. Plus important encore, ça modifie l'éthique de la profession. Alors, attention, l'éthique, ce n'est pas du tout la même chose que la déontologie. L'éthique, ça veut dire, c'est le sens, en fait, que quelqu'un qui exerce un métier donne à son métier et donne à sa pratique. Quel est le sens traditionnel du métier d'avocat? C'est de défendre une cause. Or, nous l'avons vu avec Maître Van der Plang et Bourdon, les avocats qui se disent eux-mêmes des avocats de cause sont une poignée extrêmement minoritaire, sont considérés désormais par les autres comme des fantaisistes, et leur attitude est jugée peu professionnelle. L'attitude professionnelle consiste à maximiser des revenus. Donc on voit qu'à ce moment-là, l'éthique traditionnelle
de la profession change, c'est-à-dire que les personnes risquent de perdre le sens de ce qu'ils font. Ces transformations du métier d'avocat, certains d'entre vous vont les juger inquiétantes, mais au fond, on pourrait se dire, c'est un choix. C'est le choix du fameux avocat d'affaires. C'est lui qui a décidé de se lancer dans le grand bain du marché. Eh bien, à partir de ce moment-là, s'il a le stress qui correspond à la concurrence et au contrôle des investisseurs, bon, ce n'est pas un drame. Il a ce qu'il a voulu d'une certaine manière. Mais c'est ici que se pose une question. C'est est-ce que l'avocat d'affaires est une exception, puisqu'il y en a très peu, ou est-ce que c'est l'avant-garde? Est-ce que c'est le signe de ce qui va toucher l'ensemble des avocats? Alors, moi, j'ai déjà posé cette question, mais si vous avez été attentif, vous avez vu que je n'ai pas encore obtenu la réponse à cette question. Alors, je vais vous proposer une réponse. Je pense que c'est évidemment la deuxième solution. C'est que ces transformations vont toucher l'ensemble des avocats. Ben, pourquoi? Parce que c'est comme si vous disiez, non, le développement des grandes surfaces ne va pas affecter les petites épiceries de quartier. Hein? C'est un seul et même marché. Bien entendu que cela va les affecter. Et je dirais même que la libéralisation des services juridiques va ouvrir la voie, elle ouvre la voie aussi et surtout à la marchandisation du conseil et de masse. C'est là qu'on va la sentir le plus, c'est-à-dire à la fois, et je reviens à ce que j'avais annoncé, au métier traditionnel de l'avocat, au core business, et ceux qui vont être touchés le plus, ce seront la masse des petits avocats. Pourquoi? Parce qu'ils vont être concurrencés par d'autres structures. On en a parlé, les supermarchés, qui vont proposer des box, des abonnements ou des avocats de supermarchés à moindre coût, des sites en ligne de conseils, etc. Et qui va aller travailler dans ces structures? Bien des personnes, d'une certaine manière, je dirais, de manière un peu dramatique, prolétarisées, c'est-à-dire des personnes qui auront en fait perdu tout simplement la propriété de leur outil de travail, en même temps qu'ils auront perdu le rapport personnel avec leur clientèle, qui d'ailleurs ne leur appartiendra plus, et eh bien, ils seront devenus en quelque sorte moins des avocats que des ouvriers du droit au service d'une structure qui les dépasse. Alors, quels seront, et ce sera mon dernier point pour conclure, quelles seront les conséquences de tout ça au niveau de l'université, puisque ça nous intéresse tout particulièrement. Nous sommes ici dans les murs de l'université. Quelles vont être les conséquences sur les facultés de droit et sur la formation que reçoivent les étudiants? Alors, première observation qui est importante, c'est que les transformations profondes qui affectent la profession d'avocat se déroulent en parallèle à une restructuration très importante dont vous n'avez peut-être pas conscience en tant qu'étudiant, qui est en train de frapper exactement au même moment le secteur académique. Là, il y a une concomitance entre les deux, qui est un élément important. Alors, donc, en gros, la période est favorable aux restructurations. Alors, en quoi consistent ces restructurations? Première chose qu'on a vue, certains parmi vous l'étudient, peut-être pourront-ils nous en parler tout à l'heure, c'est qu'on voit fleurir à destination d'une élite des nouveaux programmes sur les 5 continents de droit global, de droit transnational. Je pourrais vous en parler longuement parce qu'on est nous-mêmes en train d'en développer une pour l'année prochaine. De manière plus significative sur le marché, ce que vous avez, c'est que les clients qui font pression sur les cabinets d'avocats pour payer moins cher, vous avez vu dans quelles conditions, on réalise des pitchs, on met les avocats, les cabinets en concurrence, on veut obtenir une réduction au maximum du taux horaire, ou on en veut pour son argent. Et une chose qu'ils ne supportent plus, c'est dit tout à fait explicitement, en particulier dans le milieu américain, c'est que dans la masse des honoraires, ils payent pour la formation des jeunes avocats dont ils estiment qu'en fait ce serait la mission de l'université de les former et pas de les cabinets. Du coup, par répercussion, les cabinets d'avocats qui ont une certaine influence variable sur les facultés, j'en ai parlé tout à l'heure, mettent la pression sur certaines universités, notamment prestigieuses,
Prenez une université comme Harvard en disant c'est bien gentil de les envoyer faire de la clinique des droits de l'homme aux quatre coins du monde. Est-ce qu'on n'étudierait pas, est-ce qu'on ne leur apprendrait pas plutôt à rédiger un acte ou à classer un dossier, puisque c'est ça qu'ils vont faire la première année où je vais les engager à prix d'heure dans mon cabinet. Et donc, il y a là, au fond, une pression pour transformer les facultés de droit en law school professionnelles. Or, de ce point de vue-là, je dirais que par rapport à l'ULB, on n'est peut-être pas trop inquiet parce que nous avons toujours eu, d'une certaine manière, revendiqué le fait que nous formons des praticiens du droit et que la personne qui sort de MA2 en juin peut, le 1er juillet, prêter serment au barreau et commencer à fonctionner de manière optimale. Pour autant, avez-vous été formé, vous êtes quand même en 4e année, vous arrivez vers la fin de la 4e année, avez-vous jusqu'à présent, avant ce cours-ci, et même en choisissant de ce cours sur les nouveaux métiers de l'avocat, avez-vous tellement été formé à l'arbitrage, à la compliance, à la standardisation, à la normalisation, etc. Probablement que la plupart d'entre vous, vous me le direz dans un instant, n'en avaient jamais entendu parler. Alors, bien entendu que le but de ce cours-ci n'est pas de vous former à ce cours-ci, c'est de vous faire prendre conscience de ces transformations que les gens ignorent ou ne veulent pas connaître. Alors pour moi, la tactique de l'autruche, ça permet parfois de gagner des batailles électorales, mais ça ne permettait certainement pas de gagner la bataille de l'avenir. Donc c'est vous qui allez être le barreau de demain. Et donc, mon impression, c'est que pour pouvoir vous débrouiller dans ce nouveau milieu, mais aussi pour pouvoir changer les choses, parce que les choses ne sont pas toutes faites. Les choses sont faites par les avocats eux-mêmes, notamment. Pour pouvoir changer les choses, si vous le souhaitez, pouvoir vous positionner, au fond, il faut d'abord que vous connaissiez l'état de la situation. Et c'est, au fond, un des buts de ce séminaire. Vous avez pu prendre conscience d'une partie de la réalité du droit qu'on ne voit pas généralement dans les cours. Pourquoi ? Parce qu'on voit des codes avec des lois et des jugements. Mais là, vous vous rendez compte qu'au fond, le droit, ce n'est pas seulement des sources, des ordres juridiques, des lois, des jugements, de la doctrine, mais que fait partie intégrante du droit, eh bien, le contexte social dans lequel il est pratiqué, les personnes qui le font, les personnes pour qui on travaille. Je voudrais citer ici une phrase d'un grand philosophe pragmatique qui s'appelait Dewey, un Américain, qui disait « Le droit est un phénomène social de part en part, social dans son origine, dans son but ou dans sa finalité et dans son application. » Alors, les membres de l'école de Bruxelles n'ont pas dit autre chose. Ils ont sans cesse insisté sur cet élément-là. Et donc, je voudrais que vous gardiez peut-être ça en mémoire au moment où vous vous apprêtez à finaliser les travaux, les essais que vous devez rendre dans le cadre de ce cours, mais peut-être aussi quand vous ferez votre TFE l'an prochain, quel est l'horizon que vous donnez au droit ? Est-ce que vous contentez uniquement de faire l'analyse, l'inventaire des sources et l'interprétation de ces sources, qui est évidemment tout à fait indispensable, ou est-ce que vous prenez en compte le contexte social ? Rappelez-vous ce que disait Antoine-Henri de Frahan la semaine dernière, en disant « J'ai appris toutes les procédures pour faire une augmentation de capital. » Mais personne ne m'a jamais permis de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on ferait une augmentation de capital plutôt qu'un emprunt obligataire ?» Or, pouvoir répondre à cette question changerait, pour le coup, de manière importante, le métier de l'avocat. Il rend son conseil beaucoup plus intéressant que la situation dans laquelle les hommes d'affaires disent « Nous avons décidé, maintenant les juristes vont travailler à mettre cela en forme. » Donc, pensez à cette conception plus large du droit, d'un droit inscrit dans la pratique et d'un droit qui comprend, dont on comprend qu'il est fait par des êtres humains, pour des êtres humains, et que considérer ces personnes aide à mieux comprendre ce qui se passe. C'était au fond un petit peu la leçon de méthode qui allait de pair avec le choix de ce sujet pour ce cours de théorie du droit cette année.
je vous remercie de l'avoir suivi et je veux remercier, avant de passer aux questions également, ceux qui ont joué un rôle tout à fait déterminant dans la préparation du programme, non seulement tous les invités qui étaient là, mais Grégory Lefkovitch et Arnaud Van Weyenberg et bien entendu Pauline Bégas, qui ont entouré les étudiants et programmé ce séminaire. Merci à vous trois. Sans ça, cela n'a pu avoir lieu. Merci beaucoup. Bon, on continue maintenant hors caméra. Donc, selon une tradition désormais bien établie, on peut maintenant dire vraiment ce qu'on a sur le cœur. Donc, c'est votre dernière chance.